Tu sais, quand t'étais sortie l'autre jour et que je me suis sentie abandonnée, j'ai compris à quel point je m'étais piégée moi-même dans ma propre dépendance. Comment ça? Mais je vois pas ce que tu veux dire. En fait, je me suis souvenue combien j'étais libre avant de te rencontrer et que passer une soirée seule n'était pas un problème. Bah du coup, je me demande bien ce qui s'est passé. En cas d'amour, saison 5, Amour en construction. un podcast de Luciana et Jean-Baptiste. Buffet numéro 6, Amour et dépendance. Épisode 3 sur 3, codépendance dans le couple, une fatalité ? Dans ce nouvel épisode, on vous propose une autre illustration de cette évolution de la codépendance à l'autonomie interdépendante, cette fois-ci par Jean-Baptiste. Nous pensons que la codépendance peut être fabriquée de toutes pièces chez des personnes plutôt indépendantes, dès que le couple se forme. Comment déjouer ce piège ? Pour bien comprendre cet épisode, écoutez les deux précédents. Bonne écoute. Je pourrais aussi aborder, par exemple, comment moi aussi j'ai vécu la question de la codépendance dans le cadre de ma relation avec la mère de mes enfants. Il s'avère que c'est une femme très indépendante. Très indépendante, ça veut pas dire qu'elle est indépendante, dire qu'elle est très indépendante au sens normatif de notre société, capacité à pouvoir prendre ses décisions toute seule, équilibre et parfaite organisation personnelle et individuelle dans le cadre de son travail et dans le cadre de ses activités, puisqu'elle est, elle, à ce niveau-là aussi autonome, en tant que, voilà, elle gagne son argent toute seule en tant que libérale, et pour autant, issue d'une culture méditerranéenne, la sensation, moi j'ai vécu cela comme ça, après c'est le retour que j'ai maintenant, sur le moment je me rendais même pas compte, et j'avais même pas d'argument, et j'avais même pas de contre-argument face à la proposition qu'elle me faisait, qui était celle de, non mais il faut se répartir les tâches, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça doit être. Tu es mon mari, je suis ta femme, moi je fais ça, toi tu fais ça, c'est comme ça. Donc on a joué à papa, maman, les enfants, de façon tout à fait classique. Et la maison, le chien, la voiture, on avait tout. On rentrait parfaitement dans le modèle. S'il y avait eu un catalogue de la famille heureuse, on aurait été un très bel exemple. Il s'avère qu'on n'était pas dans une relation interdépendante. Si on était dans une relation interdépendante, on aurait construit des choses ensemble au-delà des enfants. Alors que là, on n'a fait que avoir des enfants, les éduquer, leur offrir l'instruction, des vacances, un cadre de vie sain, moral, etc. Mais ensemble, notre relation n'était pas nourrie par une interdépendance. Parce que justement, elle nous divisait. Tu dirais que c'est le cas de deux personnes parfaitement autonomes qui sont tombées dans le piège de la codépendance parce que le système propose ça ? Il y avait de son côté un désir de contrôle de la famille basé sur un modèle de codépendance. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de codépendance fabriquée pour rentrer dans le moule. C'est ça qui est très triste. Parce que vous étiez capable d'autre chose. On était capable de largement plus, mais en même temps, c'est très italien. C'est-à-dire que Bien la sûr. mamma, on sait qui c'est, la mamma. Il n'y a pas de secret, hein, la cuisine, ça lui appartient. Donc on avait ce rôle-là, puis bon, moi j'ai joué le rôle très volontiers, parce que moi j'avais qu'une seule envie, c'était qu'elle soit heureuse, et parce que je me disais qu'une maman heureuse, ça veut dire les enfants sont heureux. Donc pour qu'elle soit heureuse, j'ai répondu à ces demandes liées autour du modèle papa, maman, les enfants, partage des tâches, codépendance, mais codépendance fabriquée. Ce qui fait qu'on n'est pas dans une logique de codépendance affective.
on avait cette capacité-là à être autonome sur le plan affectif. On avait un équilibre individuel qui faisait qu'on n'était pas psychologiquement et affectivement dépendants l'un de l'autre. Je pense que c'est ce qui nous a sauvés et ce qui nous a permis aussi une séparation sans effusion et sans drame. Absolument, mais je pense que le niveau matériel, le niveau affectif et émotionnel sont très liés. Et quand on rentre dans des dépendances matérielles, ça finit par créer de la dépendance affective et émotionnelle. Peut-être pas beaucoup dans votre cas, dans mon cas, moi, pas beaucoup non plus, mais quand même un peu. Oui, maintenant que tu l'évoques comme tel, j'ai vu un glissement. Et j'ai vu un glissement parce qu'on a commencé la relation, on a eu un enfant, et ensuite on s'est marié. À partir du moment où l'on s'est marié, ça devenait plus négociable. Oui. C'est devenu implicitement comme ça. Je suis ton mari, tu es ma femme. Donc, il n'y avait pas d'alternative à ce qui était implicite dans le modèle. Donc, petit à petit, tous les éléments étaient en place pour que il puisse y avoir de la souffrance qui se mette en place aussi. C'est-à-dire, s'il y a la découverte d'une tromperie, si il y a une dispute pour des questions de choix, de choix matériels dans la maison, il y a aussi une question de trahison, etc. Donc après, tout devenait compliqué. Parce que ça touchait forcément l'affectif. Ça a pris quand même quelques années entre le moment où j'ai pu commencer à identifier ça. J'ai essayé d'intégrer ce modèle un peu d'interaction et m'apercevoir que ça n'était pas possible, en tout cas pas sur le plan affectif. Quand ça a arrêté, j'ai décalé la question de mon besoin affectif de notre histoire parentale. Donc j'ai gardé la question de la codépendance matérielle dans le cadre de notre relation parentale vis-à-vis des enfants, et j'ai sorti la question de l'affectif de notre histoire. Ce qui fait qu'en ayant pu scinder ce qui était de l'ordre du matériel et du fonctionnel dans notre couple parental, de ce qui était de notre couple affectif, on a apaisé aussi notre lien dans la fin de notre histoire de couple, et ça nous a permis plus facilement aussi de nous séparer parce qu'il n'y avait plus cette dépendance affective. On a mis un peu de temps pour construire ça, mais on a gardé la question de la dépendance matérielle, de la co-dépendance, ou non, plutôt là, sur ce sujet-là, on est quand même plus sur une forme d'interdépendance, mais quoique... vous aviez juste mis vos ressources en commun, mais vous étiez capable de survivre à chacun de son côté, de par son travail. Oui. Donc, pour moi, ce n'est pas de la codépendance. Oui, mais il y avait quand même une tendance, et ça, c'était un des points sur lesquels moi, je suis plutôt satisfait et fier de ça. C'est-à-dire, pour elle, la non-compréhension du fait qu'on puisse avoir deux comptes communs. Deux comptes séparés. Pardon. La non-compréhension qu'on puisse avoir deux comptes séparés. Et moi, de mon insistance à vouloir avoir deux comptes séparés, je venais, en proposant ça, trahir quelque chose dans notre relation. Et pour autant, ça nous a simplifié la vie à un niveau incroyable. Du mythe de tout partager, Absolument. De n'en faire qu'un. Oui. C'était un symbole de la fusion pour l'éternité. Ça a mis beaucoup de temps pour se mettre en place dans notre histoire. Donc voilà, c'est un petit peu ce côté-là, en tout cas, sur mon histoire, comment ça a pu se mettre en place. Après, si j'essaye d'évoquer la question de la codépendance dans les relations que j'ai mises en œuvre après ma séparation,
Les problématiques principales étaient sur les questions de codépendance affective. Et vu qu'il n'y avait pas d'historique matériel, il n'y avait rien à mettre en commun sur le plan matériel. La seule chose qu'il y avait à mettre en commun, c'était l'affectif. Donc une grosse attente affective de la part des personnes avec qui je rentrais en relation. Et peut-être aussi une attente qu'à terme, quelque chose de matériel soit partagé aussi. Tout à fait, bah oui. Parce que c'est comme ça que ça se fait quand on s'aime. Absolument. C'était, ça devenait presque évident que d'un seul coup, il fallait que je balaye tout ce qui existait dans ma vie pour pouvoir me consacrer pleinement à ces nouvelles relations naissantes. C'est une forme oui, c'était plus la forme d'une injonction qui était... On s'aime, donc toutes ces espèces d'amourettes bizarres et partielles que tu as, tu les arrêtes parce que c'est moi. Le vrai amour, c'est moi. C'est ça. Parce que ce qu'elle vivait elle-même, c'est ce qu'elle vivait intérieurement et elles avaient la sensation que moi, je vivais la même chose qu'elle. Non, que toi, tu leur devais d'être à la hauteur et de vivre la même chose. Oui. Elle t'aimait pleinement et éternellement, et toi, tu devais faire la même chose. Ça se discutait pas. Ça se discutait pas. Mais évidemment, et ça rejoint aussi les questions qu'on aborde dans le podcast sur l'aromantisme, sur le fait que moi j'ai juste besoin de temps pour te connaître et mieux savoir qu'est-ce que je peux mettre dans la relation avant de me donner complètement. Et ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans s'il faut. Moi je suis patient, j'ai pas de souci avec ça. Mais je ne me perdrai pas du jour au lendemain dans quelque chose de passionnel et fusionnel, dans lequel je vais créer une codépendance qui sera forcément souffrante, et qui l'a été tout de suite d'ailleurs. Aussi répondre à des injonctions du système capitaliste, libéral, etc., c'est d'exclure. Oui. Donc, pour faire de la place à cet amour total, il faut exclure d'autres personnes. C'est la rivalité, c'est la concurrence, c'est la question du gain et la question de la réussite, la réussite amoureuse au même titre qu'une réussite sociale ou qu'une réussite financière. Que la meilleure gagne. Que la meilleure gagne, exactement. Et le trophée, c'est le mari parfait. Sauf que c'était pas compté sur moi et ma culture de la coopération. Et de l'inclusion. Et de l'inclusion et de la capacité à pouvoir être libre et non dépendant de la place, de la présence de l'autre, et une capacité à pouvoir pour autant construire des relations interdépendantes profondes. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas penser que tout ce qu'on dit, ce sont des choses pour rester à la surface et ne pas entrer dans l'engagement. C'est profond, c'est engagé, mais autrement. C'est ça. Et puis, il y a... pour moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à définir qu'est-ce que je ne voulais plus. Et de me rendre compte que la passion, c'est magnifique, mais je veux bien la laisser aux autres, en tout cas dans une relation naissante, même si je ne m'empêche pas d'aller dans la fusion et d'en ressortir. Ce qui fait que aujourd'hui, j'ai un peu l'envie, dans cette dernière ligne droite de cet enregistrement, d'aller sur la question du comment faire pour cultiver cette interdépendance et comment cultiver le lien vers l'autonomie pour plus de bonheur et pour plus d'amour et pour plus de partage et de grandeur. Parce que en préparant le podcast, tu me posais la question de savoir où est-ce que moi je pouvais avoir besoin ou de créer cette dépendance, cette interdépendance. Et comment ça pouvait s'exprimer? Moi, je t'ai exprimé le fait que je déléguais, par exemple, le choix de vivre des choses. C'est-à-dire que si je suis avec toi, je dis tiens, où est-ce
que tu as envie d'aller. Toi, tu pourrais très bien me dire, ah, mais moi, je préfère savoir où toi tu vas. Ok, bon. Mais moi, j'aime bien aller là où toi, tu as envie d'aller. Et j'ai envie que tu me dises, qu'est-ce que tu as envie de manger? Qu'est-ce que tu as envie de regarder comme film? Pourquoi ça? Parce que j'ai simplement envie d'expérimenter ce que toi, tu vis. Et en expérimentant ce que toi, tu vis, j'ai l'impression de gagner en autonomie, de gagner en compétences, de gagner en savoir-faire, d'être meilleur dans la vie sociale. Et si je prends aussi mon lien avec d'autres partenaires, qui vont être par exemple le fait d'écouter de la musique classique, emmène-moi à un concert de musique classique, même si moi c'est pas mon... À la base, si tu me disais, est-ce que tu as envie d'aller à un concert de musique classique? Moi je te répondrais, non. Si par contre tu me dis, est-ce que tu as envie d'aller venir avec moi à un concert de musique classique? Moi je dis oui, parce que cette expérience-là, j'ai envie de la vivre. Oui, mais pour ça, je pense qu'il y a plusieurs choses dont il faut avoir le goût. Il faut avoir le goût de la diversité, le goût de la nouveauté. Il faut être curieux, curieuse pour pouvoir développer ça. Et il faut avoir envie de plus d'épanouissement et de grandir pour pouvoir être dans cette ouverture à ce que l'autre, il peut nous apporter. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter de rentrer dans l'univers de l'autre? Si on pense le couple comme un refuge, on ne sera pas du tout dans l'état d'esprit que tu décris. Oui. Si on pense la relation comme un lieu d'enrichissement possible, parce que l'autre, c'est une autre par définition, et c'est un autre univers, le cadeau que l'autre nous fait, c'est de nous ouvrir son univers. Oui. C'est pour moi, en tout cas, le principe même des relations que je partage. C'est-à-dire, j'ai pas envie de faire couple pour faire couple, et j'ai pas envie de faire couple pour devenir codépendant avec quelqu'un, mais j'ai envie d'apprendre ce qu'elle sait pour être encore plus autonome. Mais j'ai besoin de ça, et j'ai envie de partager ce que je sais pour que la personne avec qui je suis soit aussi plus autonome et moins dépendante. C'est peut-être aussi ça qu'on peut apporter comme élément assez révolutionnaire dans la façon de faire lien, c'est qu'on est dans le lien pour fabriquer plus d'autonomie. Et ça, ce n'est pas très répandu. Mais ça vient à l'encontre de l'amour romantique aussi. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout des choses en cas d'amour, en cas d'amour, on va vous dire, il faut que vous partagiez entre vous ce que vous savez faire, mais non pas pour pouvoir être plus autonome et plus indépendant, mais pour être justement plus fusionnel et plus dépendant de l'autre. Et dans ce cadre-là, l'autonomie est même une menace. Parce que si l'autre il est autonome, il peut m'échapper. Ne parlons même pas de la capacité à être autonome sur un plan intime. Oui. Oui, là ça pousse beaucoup plus loin. Là, on est sur une logique de relation amoureuse classique, sans rentrer dans les questions de partage d'intimité. Mais effectivement, la question aussi de comment l'expérience intime de l'autre me nourrit dans ma propre expérience intime. Et que j'ai envie que tu sois autonome aussi sur ce sujet-là, parce que je sais que ce que tu vas aller vivre, ça va m'enrichir aussi. Mais ça, si jamais je dis quelque chose comme ça dans un modèle classique, on me jette des cailloux. On me dit, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant. T'es à côté de la plaque, mon garçon. Donc, soyons autonomes et à côté de la plaque. Ouais. Continuons. Ce buffet de 3 plats est désormais terminé. Nous espérons que vous êtes plus à l'aise avec ces notions de codépendance et d'autonomie interdépendante. Nous sommes tombés le lendemain de l'enregistrement sur un article qui définit l'indépendance comme interdépendance sans subordination. Et nous avons trouvé cette idée très intéressante, car elle introduit la notion de lien égalitaire, où il n'y a pas de disparité de pouvoir, ou dans lequel, au moins, l'idée d'y réfléchir et de l'analyser est admise. Ce sera la petite pensée de la fin, que nous ne pouvions pas ne pas l'inclure, tellement elle nous a semblé pertinente et dans la continuité de nos propos. Merci infiniment de nous avoir écoutés.
Vous pouvez soutenir notre travail en allant sur notre page web encadamour.com où une cagnotte est prête à accueillir vos contributions qui permettent de financer les dépenses de ce podcast entièrement bénévole. Et si vous avez aussi envie d'aller plus loin dans une réflexion accompagnée ou dans un espace plus intime où nous faire part simplement de vos réflexions et commentaires, écrivez-nous sur l'adresse contact@encadamour.com. À bientôt.